L'INSEP vous présente Médecins du sport. Les docteurs Philippe Levent, médecin du sport et directeur de la commission médicale du CNOSF, et Sébastien Le Garec, médecin du sport et chef du pôle médical de l'INSEP, font équipe pour partager avec vous leur grande expérience de médecin auprès des athlètes de haut niveau. Vivez aux côtés de ces deux spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie d'un médecin accompagnant l'élite des sportifs. Épisode numéro 3, alimentation et sport de haut niveau. Je reçois avec grand plaisir les docteurs Philippe Levent et Sébastien Le Garec pour un troisième épisode de Médecins du sport. Messieurs, bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. On va parler cette fois de la nutrition des athlètes et les particularités du haut niveau. Donc, dans un premier temps, quelle alimentation pour le sportif de haut niveau ? C'est une alimentation, et on n'a rien inventé, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois apporter les nutriments qu'on connaît, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, les oligo-éléments, les vitamines et surtout l'eau, puisque une des particularités en fait, quand on fait une activité, quand on fait du sport, c'est qu'on va avoir des pertes hydriques importantes. Et donc là, on va être un peu vigilant. Alors après, ce qui va caractériser, je dirais, l'alimentation du sportif, c'est qu'effectivement, on va avoir des besoins spécifiques qui vont être liés à la discipline. Et puis aussi, il y aura un suivi spécifique là également en fonction du sport pratiqué, mais on pourra en reparler. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, il faut parler de plusieurs alimentations. Comme le disait Sébastien, on ne va pas nourrir de la même façon un haltérophile qui est en recherche de prise de poids et une nageuse artistique qui, elle, essaye de maintenir son poids tout en ayant une quantité de calories suffisante pour pouvoir résister à l'eau, parce que l'eau, c'est un vecteur qui permet de perdre beaucoup de calories. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit cette quantité de calories qui lui permet d'évoluer sans prendre de poids. Donc effectivement, l'alimentation elle va être directement conditionnée en fait par le sport pratiqué. Donc les sports, on peut distinguer les sports dits esthétiques ou ceux à catégorie de poids pour lesquels on va être extrêmement vigilant, soit pour maîtriser le poids, pour rester dans la catégorie dans laquelle on est, soit pour garder une silhouette, par exemple en gymnastique rythmique ou en natation artistique, natation synchronisée, la silhouette est importante, donc nécessairement on va être très attentif sur le suivi de la composition corporelle. Et donc ça va faire qu'effectivement il va falloir aussi un suivi individualisé de l'alimentation, de façon à ce qu'on ait des apports énergétiques qui soient suffisants et pas trop restrictifs non plus. Le risque, en particulier pour nos athlètes gymnastes ou nageuses artistiques, c'est la triade de la femme sportive, avec une réduction en fait importante de l'énergie, ce qu'on appelle le REDS, on appelait ça la triade autrefois. Et donc là, le risque en fait, c'est de se retrouver face à des athlètes qui vont être en aménorrhée, c'est-à-dire qui n'auront pas de règles, qui auront une densité osseuse qui sera basse, avec un risque de fracture. Et puis parfois des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire des femmes qui vont ne plus manger, voire même se faire vomir. Et donc là, évidemment, on est extrêmement attentif à ça. Parallèlement à ça, donc, effectivement, il y a d'autres sports pour lesquels il va falloir être vigilant sur les apports protéinés en particulier pour favoriser la prise de masse musculaire ou en tout cas l'entretenir. Philippe a évoqué l'haltérophilie. Il est évident que dans ce sport, en fait, il y a des masses musculaires qui est extrêmement importante. Donc, nécessité d'avoir des apports protéiques qui sont importants aussi. Et parfois, d'ailleurs, la nécessité aussi de complémenter, parce que de manger 10 steaks par jour, c'est pas toujours facile. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions pour ces apports. Et dans ces sports à catégorie de poids, il va y avoir aussi des moments où l'alimentation va être différente pour le même individu. Comme le disait Sébastien, en période de prise de masse, comme on dit, quand il y a un changement de catégorie, par exemple, évidemment, on va augmenter les apports protidiques, mais on va augmenter aussi les apports glucidiques et lipidiques pour stabiliser jusqu'à un poids que cherche à atteindre l'athlète de sa catégorie. Et ensuite, l'idée, ça va être de stabiliser tout en gardant une masse musculaire importante, donc avec des apports protéiques qui ne seront évidemment pas les mêmes que chez une gymnaste. Alors, ce qu'on peut peut-être dire également, c'est que tout ceci est assez facile quand on est à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on est à
à l'INSEP ou quand on est sur le lieu d'entraînement, on le maîtrise facilement. Et puis on a la possibilité de suivre très précisément nos athlètes. Par contre, dès qu'on part, soit en compétition, soit en stage, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on en parlera, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'adapte aux conditions dans lesquelles on est, donc avec parfois des nourritures qui sont extrêmement différentes. Je pense par exemple les pays asiatiques, où on mange vraiment foncièrement différemment. Et puis on s'adapte aussi parce que on prend un peu ce qu'on a et on essaie de faire au mieux. Et donc ça va être aussi un des rôles du médecin d'équipe quand on part, c'est de prévoir un peu tout ça, ou en tout cas de s'adapter. Je crois que c'est toujours pareil, le sport de haut niveau, c'est savoir s'adapter au moment T et à la condition présente. Et ça va être plus difficile évidemment quand on est à l'extérieur. Et pour continuer sur ce sujet, aux Jeux Olympiques, il faut savoir que le restaurant du village olympique est ouvert 24 heures sur 24, avec des nourritures de tous les pays, justement, pour que les gens puissent trouver une alimentation qui corresponde à ce dont ils ont l'habitude. Mais il y a aussi ce danger que tout est gratuit, ouvert, avec des choses qui sont bonnes. C'est quand même, quelque part, pour le pays, une vitrine. Donc, les plats proposés sont souvent très bons et en quantité illimitée. Il peut y avoir beaucoup de sucreries, des glaces à volonté. Et donc, il faut vraiment être très vigilant avec les athlètes, bien les prévenir avant que l'objectif, c'est la compétition. Et là, c'est pas toujours si facile. Ça, ce que dit Philippe est important, parce que c'est un piège pour les athlètes, c'est également un piège pour les staffs. Parce que quand on est au jeu et effectivement, quand on est au restaurant, tout est extrêmement tentant. On a très vite fait de se laisser piéger. Alors bon, si c'est vrai pour le staff, c'est évidemment encore plus vrai, je dirais, pour nos athlètes. Mais il faut évidemment qu'on les mette en garde, puisque vous avez des pizzas qui sont très succulentes. On a envie de tout manger. Enfin, des plats de cuisine africaine ou de cuisine asiatique qui font baver d'envie. Et donc pour nous, ça va être aussi important de les mettre en garde. Alors en règle générale, c'est toujours pareil. Les athlètes qui ont l'expérience des Jeux Olympiques le connaissent bien et donc l'ont bien anticipé. Pour ceux qui font les Jeux pour la première fois, et ça Philippe le dirait mieux que moi, c'est toujours extrêmement difficile, parce que les Jeux Olympiques, on l'a déjà dit, mais c'est un événement quand même à part. Et donc évidemment que pour un athlète, c'est un peu le Graal. Et donc on a tendance à être un peu moins attentif, je dirais, sur ce genre de choses. Alors vous me disiez hors antenne aussi qu'au restaurant olympique, il y avait de la malbouffe. Alors moi, ça me surprend quand même. Alors pendant longtemps, et ça s'est arrêté très récemment, mais McDonald's était un des sponsors majeurs du comité olympique. Et donc dans le restaurant du village olympique, il y avait un stand de nourriture McDonald's, pour ne pas le citer. Et effectivement, on a vu des athlètes qui s'y rendaient. C'est toujours un peu compliqué, parce que là-bas, comme je disais, tout est gratuit. Donc, si vous voulez 10 hamburgers, il n'y a aucun problème. On vous met 10 hamburgers sur la table. Si vous voulez 10 gâteaux au chocolat, pareil, on vous met 10 gâteaux au chocolat. Donc, il y a vraiment... et en plus, on ne peut pas être derrière les athlètes 100% du temps. Donc, ils peuvent y aller en plus, comme je vous disais, c'est 24 heures sur 24. Donc, s'il y a 23 heures, il veut aller manger, il pourra aller manger. Donc, c'est vraiment de la prévention en amont. Et en plus, il y a souvent du décalage horaire sur les jeux. Et notre corps, il est habitué socialement. C'est un des régulateurs du sommeil, c'est la fonction sociale, de manger à certaines heures. Et donc, il faut que le corps s'habitue aussi à ça. Donc, il y a... Toute cette partie-là, elle se gère en amont avec les athlètes, surtout avec de l'explication. Ce que dit Philippe rejoint une idée importante qui est que l'alimentation, c'est évidemment de l'énergie, mais pas que. Et c'est aussi du plaisir, et c'est aussi de la convivialité. Et je pense que si on n'a pas ça en tête, en fait, on va droit dans le mur. J'ai un souvenir... un de mes premiers déplacements en équipe de France était en Italie. J'étais avec Franck Esposito, que vous connaissez, qui est un grand nageur. C'était la première fois que je partais avec lui. J'étais un peu impressionné. Et j'avais le souci de bien faire, évidemment, comme tout nouveau médecin. Et donc, j'avais revu de A à Z les menus au restaurant. Voilà. J'avais été extrêmement sévère, entre guillemets. Globalement, c'était des fruits, du fromage blanc et des pâtes.
Et on était dans le même hôtel que d'autres pays. Il y avait l'Italie, l'Espagne, et puis je ne sais plus. Alors, eux, pour le coup, avaient conservé les menus du restaurant. Donc, ils avaient des gâteaux qui étaient plus succulents les uns que les autres. Enfin bref, c'était vraiment un défilé de gastronomie. Et nous, on avait notre riz, notre pâte, nos pâtes, notre viande et nos fromages blancs. Alors, je dois dire que ça a été un peu tendu durant cette période. Néanmoins, on a gagné le tournoi, fort heureusement pour moi. Ça m'a un peu sauvé. mais je crois que j'avais mal compris, en fait, cette notion qui est quand même qu'on ne peut pas être toujours uniquement dans le rationnel pur et uniquement en se disant la nutrition n'est que de l'énergie. Il faut aussi prendre en considération ça, et c'est aussi d'ailleurs important sur l'INSEP, c'est-à-dire qu'à l'INSEP parfois aussi il peut y avoir des choses qui ne sont pas nécessairement très bonnes, je dirais, pour la santé, mais néanmoins qui sont importantes, parce que cette notion de plaisir, il faut vraiment qu'elle soit là. Et puis aussi cette notion de convivialité, c'est-à-dire qu'on a plaisir aussi à se retrouver autour de la table parce qu'on échange, parce qu'on partage, parce qu'on rigole. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Oui, justement, Véronique Rousseau, qui est donc nutritionniste à l'INSEP, faisait la même remarque que toi, parce qu'il y a un côté aussi social dans le fait de manger, et que les athlètes ne sont pas des robots. En fait, ils ont besoin parfois de manger autre chose que des choses purement fonctionnelles et pragmatiques. Et à l'INSEP, on a eu une période où il y avait des choses qui avaient été supprimées et qui sont revenus justement pour cet aspect-là aussi. Donc en fait, c'est ça qui est formidable, c'est dans le sport de haut niveau, on est capable de s'adapter aux réalités pragmatiques, même si ce n'est pas absolument correct du point de vue nutritionnel, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on a connu une époque où à l'INSEP, les frites étaient présentes tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. La règle générale, c'est une fois par semaine. Mais néanmoins, c'est important parce que ça fait vraiment partie de l'équilibre en fait, du sportif. Ça, c'est vraiment une notion qu'il faut garder en tête. Et il faut aussi parler du côté culturel, c'est-à-dire que ce qu'on mange en France, ça ne sera pas ce qu'on mange en Angleterre, qui est quand même un pays assez proche du nôtre. Le midi en Angleterre, souvent, on mange des petits sandwichs et on n'a pas grand-chose d'autre. Et quand on va faire des compétitions dans ces pays-là, eh bien, souvent l'organisateur vous propose des petits sandwichs et il faut s'adapter. Donc, c'est là où le médecin a son rôle quand il est présent avec les délégations, c'est qu'on est là aussi pour essayer d'équilibrer l'alimentation par rapport à ce qu'on a d'habitude et qui change par rapport à l'alimentation du pays qu'on vous propose. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la récupération, maintenant, on a des protocoles qui sont vraiment bien établis par sport, et c'est souvent la partie médicale qui est chargée de trouver le chocolat au lait, pardon, c'est du lait chocolaté ou du lait parfumé avec un sirop pour les athlètes, parce que ça fait partie maintenant des normes de récupération et qui sont bien connues. Là aussi, j'ai une petite anecdote. J'ai le souvenir d'être allé au Japon avec des jeunes nageurs. Et premier matin, évidemment, pas de choc à pic à table, pas de confiture, pas de pain comme nous on peut le connaître, mais poisson fumé, riz et soupe. Et donc le premier matin, la majeure partie des nageurs n'ont rien mangé. Et autant vous dire que l'entraînement s'est très mal passé. On était avec un groupe de nageurs japonais élites également. Et donc eux, pour le coup, c'était bien alimenté. Et donc la séance s'est parfaitement passée. Et nous, au bout de 30 minutes, ils étaient assis au bord du bassin en train de pleurer parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils étaient absolument ils étaient en déficit énergétique. Et donc je peux vous dire que le lendemain ils ont mangé du riz. Mais néanmoins c'est compliqué, alors surtout chez les jeunes, quand on est adulte, quand on est élite, en règle générale on connaît bien ces notions-là et on s'y adapte et on s'y prépare. Par contre c'est vrai que quand on arrive avec des jeunes nageurs qui ont 16-17 ans, parfois c'est pour eux une découverte. Et c'est pour eux parfois un peu compliqué parce qu'ils sont quand même très normés dans ce qu'ils mangent tous les jours. Et donc parfois il faut essayer de trouver des chocs à pic à Kyoto, à Tokyo ou à Singapour, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai le souvenir même chose aux Jeux Olympiques de Rio, être parti avec des céréales d'une marque bien connue dont je tairai le nom, pour un nageur, parce qu'en fait pour lui c'était vraiment extrêmement important. Il avait vraiment besoin de me manger ça le matin. Il était médaillé olympique. Je ne sais pas si c'est grâce à ses céréales, mais en tout cas, je me souviens encore d'avoir mis une boîte de céréales en fait, dans mon sac avant de partir pour lui. C'était assez drôle. Et d'autres pays le gèrent aussi. Pour avoir visité la résidence des Américains, des Australiens, des pays anglo-saxons,
ils apportent carrément leur nourriture. C'est-à-dire que pour le petit déjeuner, ils amènent ces céréales dont parlait Sébastien, dans différentes variétés. Et chaque athlète peut partir avec son pot pour aller manger à la cantine. Parce qu'effectivement, dans le restaurant, ils vont trouver du lait, ils vont trouver de l'eau chaude. Mais en tout cas, pour ne pas les dépayser, c'est dire l'importance qu'a l'alimentation pour un sportif de haut niveau. Pour qu'un pays, une délégation amène 300 ou 400 boîtes de céréales ou d'autres produits. Les Anglais font beaucoup ça, ils amènent des produits maison, même des produits plaisir parfois, pour que leur délégation se sente bien finalement. Sur la partie récupération qu'a évoqué Philippe, effectivement, on est extrêmement attentif. On sait que après l'effort, l'heure qui suit est une heure extrêmement importante. On va refaire nos stocks, à la fois de glycogène, à la fois donc de substrats énergétiques importants, de protéines et d'eau. Et donc évidemment qu'après l'effort, ça va être le moment où il va falloir apporter tous ces carburants. Et donc tout ça, ça se prépare effectivement sur le lieu de compétition. De même que, comme le disait également Philippe, la collation va être importante. Donc ça aussi, on va le préparer. Donc l'alimentation en général 2-3 heures avant l'effort. Donc ça se fait en général à l'hôtel, en prenant en compte toutes les particularités des athlètes. On l'a également dit, mais certains ont des goûts particuliers, certains ont des régimes particuliers, soit sans gluten, soit sans lactose, ou végétarien, ou j'en passe. Soit parfois des allergies alimentaires aussi, qu'il va falloir prendre en compte. Et là aussi, ces collations, elles ne sont pas toujours si simples que ça à préparer, parce qu'on fait avec aussi ce qu'on a sur place, même si effectivement, parfois on est amené aussi à apporter ce qu'il faut, parce qu'on sait aussi que ça peut être un peu compliqué des fois de trouver des fruits, par exemple, tout simplement dans certains pays. Et donc ça va être important de le prévoir. Et tout ceci est vraiment important, parce que ça contribue vraiment à la performance. Il est important de parler, là on parlait un peu de tout ce qui se passe quand on est à l'étranger, du côté adaptatif, mais évidemment les sportifs sont suivis, et ce qui est important, c'est l'individualisation de l'alimentation, parce qu'on sait que chacun a un niveau de base de consommation qui est différent. Il y a des gens, tout le monde l'a remarqué, il y a des gens qui vont manger 3 tablettes de chocolat et ils ne vont pas prendre 1 gramme, et il y en a qui vont regarder une tablette de chocolat et ils ont déjà pris 100 grammes. Donc Sébastien, peut-être que tu peux nous parler de la partie justement mesure de la consommation d'énergie par personne. Oui, tout à fait. Oui. En fait, ce que tu dis effectivement est important, Philippe. C'est-à-dire qu'ici, à l'INSEP, évidemment, on individualise toujours au maximum. Donc nos athlètes vont être suivis par un collectif de diététiciennes qui font attention et qui, comme le disait Philippe, s'adaptent au métabolisme de chacun. Donc elles ont des moyens en fait, de mesure en fait, pour ça. Et puis nous aussi, on a des moyens de mesure et d'évaluation, en particulier de la masse grasse, puisque c'est surtout celle qui va principalement mériter attention. Donc alors, les mesures classiques, c'est la pince à pli qu'on connaît tous, la fameuse pince de Harpenden, qui est une bonne méthode, si on fait attention à bien suivre un process précis. Et puis au-delà de ça, on a aussi l'impédance pétrie. Alors là, pour le coup, on sait que c'est quand même beaucoup moins fiable. Néanmoins, ça a le mérite d'être facile à mettre en œuvre. Donc c'est encore un moyen qu'on utilise. Et surtout, le gold standard, je dirais, ce qui nous permet d'être extrêmement précis en fait, sur l'évaluation des différents secteurs corporels, c'est ce qu'on appelle la DEXA, DEXA scan, qui est une mesure par rayon X. Donc ce qui veut dire, alors c'est faiblement irradiant, mais néanmoins c'est irradiant. Ce qui veut dire qu'on peut pas le faire de façon trop répétée. En général, à l'INSEP, on le fait 2 à 3 fois par an maximum. Mais cette méthode est extrêmement intéressante parce qu'elle est vraiment très reproductible, et elle nous permet de mesurer la masse grasse, la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire, la masse osseuse, on en a parlé en particulier chez les jeunes femmes, et puis la masse hydrique. Cette mesure de la DEXA est pour nous vraiment l'élément, je dirais, référent sur le suivi de la composition corporelle. Après, on a aussi d'autres mesures, je pense à la densité urinaire, par exemple, pour faire prendre conscience à nos athlètes parfois qui sont déshydratés. Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les matins, mais néanmoins qu'on va faire aussi assez régulièrement, je dirais, de façon à
à objectiver en fait leur hydratation. Hein. Voilà. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on oublie parfois, c'est tout le suivi biologique aussi, hein, qui est important. Hein, c'est-à-dire que régulièrement, des athlètes vont avoir des prises de sang pour vérifier que tout va bien et qu'ils ne sont pas carencés en quoi que ce soit. Hein, en particulier, je pense au fer. Hein, on sait que les jeunes femmes, en règle générale, de par les cycles menstruels, ont des pertes en fer qui sont plus importantes. Hein, donc, il va être extrêmement important d'être vigilant, hein, sur ces apports-là, voire même de les complémenter parfois. Et pour revenir sur la DEXA dont parlait Sébastien, il y a cet aspect mesure qui est effectivement très important, surtout au début chez nos jeunes sportifs pour les évaluer justement, mais aussi ça permet un suivi, et en particulier sur la masse osseuse, puisque dans cette mesure, on peut avoir le Z-score et le T-score, c'est-à-dire la comparaison de la densité osseuse à certains endroits, en particulier sur le col du fémur, au niveau du rachis lombaire, et le comparer soit à toutes les femmes entre 18 et 70 ans, je crois, soit entre les femmes du même âge. Et donc, ça permet de dire, voilà, si vous avez un Z-score et un T-score qui sont à 0, ça veut dire que vous êtes dans la moyenne par rapport à toutes les femmes et aux femmes de votre âge. Et si vous avez un Z-score et un T-score qui est inférieur, ça veut dire que vous avez une fragilité. Et donc, à ce moment-là, on peut peut-être compenser, s'il est encore possible de le faire, en sachant que la charge calcique dans les os, elle se fait jusqu'à 18 ans environ. Donc c'est pour ça que c'est très important, ce dont parlait tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire les jeunes filles qui se mettent en anorexie, puisqu'elles perdent leurs règles, et du coup elles perdent cette capacité à fixer le calcium sur les os. Donc pour nous, c'est vraiment d'être très vigilant sur ces jeunes femmes entre 0 et 18 ans, pour faire en sorte qu'elles aient un apport calcique et une fixation. Parce que c'est pas le tout d'amener du calcium si vous n'avez pas les hormones pour le fixer. De toute façon, ça ne va pas marcher. Et en plus, on sait sur la fixation du calcium qu'il y a plus de 80% de la population française qui est un déficit en vitamine D. Donc on est aussi attentif à ça et on supplémente assez facilement nos sportifs et nos sportives. Je crois qu'il est bon de rappeler aussi que le bilan diététique n'est pas optionnel, hein, pour un athlète de haut niveau, puisqu'en fait, il fait partie en fait, de ce qu'on appelle la surveillance médicale réglementaire, hein, la fameuse SMR. Hein, et donc là, pour le coup, c'est dans un décret. Hein, c'est-à-dire qu'il est clairement écrit que tout athlète de haut niveau doit faire un bilan diététique au minimum une fois par an. Hein, et je crois que ça, le législateur met le doigt sur le fait que, effectivement, l'alimentation est un élément extrêmement important, non seulement pour la performance, mais également pour la santé des athlètes. Hein. Comme vient de le dire Philippe, parfois on peut avoir des troubles du comportement alimentaire. Là aussi, je tiens à dire que le bilan psychologique est lui aussi obligatoire une fois par an. Hein. Et puis on peut avoir aussi des densités osseuses basses, hein, avec des risques fracturaires. Donc tout ça doit être suivi. Hein. C'est l'occasion aussi de redire en fait que les missions du pôle médical sont certes d'accompagner nos sportifs dans la performance, mais avant tout, hein, d'être garant en fait de leur santé et de les prévenir. Et je crois que on l'a déjà dit dans précédentes émissions, mais je crois que c'est important de le redire. Hein, on est là avant toute chose pour vraiment être vigilant en fait sur l'état de santé de nos athlètes. Et pour terminer sur une note plus optimiste quand même, il faut savoir que l'impact, les sports avec de l'impact, ça augmente la densité osseuse. Donc nos sportifs et nos sportives, en général, quand ils font des sports d'impact, ils ont une densité osseuse qui est au-dessus de la moyenne, et même très au-dessus de la moyenne en général. Donc le sport, c'est bon pour la santé, et on parle plutôt chez nous de sport de haut niveau, parce que l'INSEP, c'est un peu le temple du sport de haut niveau, mais pour les personnes qui écoutent, même si elles ne font pas de sport de haut niveau, avoir une activité sportive, ça permet de maintenir un bon capital osseux, en particulier chez les femmes après la ménopause. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion d'activité physique qui va également avoir des bénéfices sur le risque de récidive de cancer. Enfin voilà, il y a plein de... Je dérive sur le sport santé, mais c'est aussi... je rebondis sur ce que disait Sébastien, on est là pour maintenir les gens en bonne santé. Pour illustrer ce que dit Philippe sur l'os, qui est un tissu qui s'adapte, on a participé il y a quelques mois maintenant à une étude avec le National Geographic qui souhaitait comparer les humérus de femmes préhistoriques aux humérus de nos rameuses. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, les humérus des femmes préhistoriques qui ont été retrouvés avaient ce qu'on appelle une corticale, c'est-à-dire le tissu extérieur rigide de l'os qui était beaucoup plus épais que les femmes d'aujourd'hui.
Et donc l'hypothèse était probablement qu'elle travaillait beaucoup avec les bras. Et donc on va comparer en fait ces humérus à des femmes qui elles-mêmes travaillent beaucoup avec les bras, en l'occurrence des rameuses. Et donc, ce qui était assez étonnant, donc ça, c'est l'équipe de Jérôme Renou, notre centre d'imagerie qui l'a fait. On a commencé par faire déjà des IRM d'humérus à nos rameuses, et puis aussi à des gens de l'INSEP qui ont une activité sportive, je dirais, comme tout le monde. Et on s'est rendu compte déjà que, naturellement, elles avaient un ratio, en fait, cortical, diamètre de l'humérus, qui était beaucoup plus élevé déjà que même un homme, je dirais, qui pratique une activité classique. Et puis, effectivement, ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que nos rameuses, naturellement, ont une corticale plus élevée, plus forte, au niveau des humérus. Ce qui illustre bien qu'effectivement, l'os était vraiment un tissu vivant qui va s'adapter. On le connaît aussi. On a eu la chance de croiser Thomas Pesquet là, il y a quelques jours et qui est passé nous voir. Et on sait que quand on part dans l'espace, la non-gravité fait que très vite, vous avez une densité osseuse qui va baisser avec un risque fracturaire en retour. Et ça, je crois que c'est aussi intéressant. On imagine souvent l'os comme étant un tissu un peu rigide, mort. Pas du tout. L'os est vraiment un tissu vivant et donc nécessairement qui va nécessiter lui aussi d'être nourri, entre guillemets, avec les bonnes choses, entre autres du calcium et de la vitamine D. Donc une compétition d'aviron entre des femmes préhistoriques et des athlètes actuels pourrait être intéressante. Oui, je ne sais pas qui gagnerait, ça serait intéressant. Probablement nos rameuses, en particulier liées à l'entraînement. Mais c'est quand même très spécifique. Juste pour compléter, pour dire que c'est vraiment un tissu vivant, on a aussi des fractures de fatigue. Peut-être que les gens qui écoutent en ont entendu parler. C'est quand l'os a une capacité à récupérer et on peut l'agresser. Et quand l'agression dépasse sa capacité à récupérer, eh bien on peut avoir une fragilité osseuse. Donc une fracture de fatigue, c'est pas une fracture avec les deux morceaux qui s'éloignent, c'est un ramollissement de l'os sur une certaine partie et ça peut être douloureux. Alors, il y a un autre aspect de l'alimentation dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait de faire des régimes. Parce qu'il existe aussi des sports à catégorie de poids où il y a des régimes réguliers qui sont faits. Alors, dans ce cas-là, comment se passe l'accompagnement ? Alors, moi qui suis un peu ancien, j'ai un peu tout vu. J'ai vu des gens perdre 9 kilos en une journée en faisant du sauna. Donc la perte de poids, c'était une déshydratation majeure, évidemment avec une perte de performance majeure. Mais c'était à l'époque quelque chose qui se faisait. Et dans certains sports de combat, les athlètes disaient que c'était le premier combat gagné, c'était le combat du poids. Maintenant, on est arrivé à des choses beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus scientifiques, parce qu'on sait que justement, cette perte de poids rapide, elle va entraîner une perte de force et une perte d'endurance qui est très importante, qui est proportionnelle à la perte. On sait qu'une perte de 2% en eau, ça diminue de 20% la VO2, par exemple. La VO2 qui est la capacité de consommer de l'oxygène et donc d'être endurant. Donc maintenant, on est arrivé à des choses, comme je disais, plus raisonnables. Et par exemple, au judo, les athlètes n'ont pas le droit d'être à plus de 3 kilos de leur poids de compétition, en fait. Ce qui évite d'avoir ces régimes où ils perdaient 5, 6, 7 kilos en 3-4 jours avant la compétition. C'est l'occasion d'évoquer effectivement l'hydratation. On sait que la soif est un signal très tardif. Et en règle générale, quand on a soif, malheureusement, le mal est fait. Et de retrouver en fait un niveau de performance ensuite, même si on se réhydrate, quand on a soif, c'est malheureusement souvent trop tard. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un plan hydrique qui est mis en place avec nos athlètes, avec la nécessité de boire très très régulièrement, des faibles quantités, de façon à ne pas avoir le souci d'inconfort digestif, mais qui est néanmoins extrêmement important. Et c'est aussi pour ça que le suivi en fait, de l'hydratation, de par le suivi de ce qu'on appelle l'USG, la gravité urinaire spécifique, est importante. Puisque c'est aussi un élément de performance, je dirais, majeur. Si on est déshydraté, c'est sûr, on va être non performant. On en a tous fait un peu l'expérience. Parfois, on est un peu déshydraté, on n'arrive plus à avancer, on est complètement avachi, on n'a plus d'énergie. Et c'est ça, pour nous, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. Donc, cette façon de perdre du poids est une mauvaise façon, je dirais, entre guillemets, même si on le compense très vite. Mais on sait que la gestion du poids, elle doit se faire en amont, et elle doit se faire progressivement et aussi accompagnée au départ quand on n'est pas trop expérimenté. Et pour compléter sur l'hydratation, on a des athlètes qui vont partir en hiver pour aller dans des pays où il fait très chaud, faire des compétitions, et c'est vraiment important
qu'ils aient cette habitude d'hydratation, même quand il fait froid. Parce que chez nous, on n'a pas cette même sensation de soif, qui, comme le disait Sébastien, est un signal très tardif. Et c'est vraiment important qu'ils aient cette habitude de boisson. Et puis on sait que le changement climatique fait qu'on aura de plus en plus de périodes chaudes, de vagues de chaleur. Et il est vraiment important que nos athlètes restent performants sous ces vagues de chaleur. On s'attend pour les Jeux Olympiques de Paris à avoir justement des pics de chaleur importants. Et il est vraiment fondamental que les athlètes soient entraînés à ça. Et c'est pour ça qu'à l'INSEP, mais Sébastien en parlera mieux que moi, on a aussi une chambre de thermorégulation qui permet aux athlètes de s'entraîner dans des conditions chaudes avec des déshydratations importantes. Oui, alors effectivement, cette chambre de thermorégulation est au laboratoire CEP. Pour le coup, là, c'est eux qui gèrent ça, puisque c'est plus à visée de performance, mais l'objectif étant effectivement de s'adapter en fait à des conditions chaudes, de façon à ce que le jour J, l'organisme soit prêt. Ça, c'est vraiment important. Et concernant l'hydratation, il y a deux situations aussi également sur lesquelles on est un peu attentif. La première, c'est les voyages en avion. En particulier lorsqu'on va très loin, parce qu'en fait on sait que dans l'avion on se déshydrate beaucoup plus facilement. Donc là aussi on est attentif et on rappelle à nos athlètes l'importance de s'hydrater au-delà du verre d'eau qui est donné par l'hôtesse. Donc ça c'est important. Et la deuxième situation sur laquelle également on est un peu vigilant, c'est les séjours, les stages en altitude, puisque là aussi l'air est sec. Et donc le risque est de se déshydrater, d'autant plus que quand on est en altitude, on sait aussi qu'on perd de l'appétit, on a moins envie de manger, on a moins soif aussi un peu naturellement. Et donc là, on est un peu vigilant, avec un risque infectieux qui est plus élevé du coup. Et donc il est important là aussi de rappeler aux athlètes quand on est en altitude de bien boire. Alors, on sait qu'on peut trop manger, on en a parlé tout à l'heure, notamment au niveau du restaurant olympique. Est-ce qu'on peut trop boire aussi ? Est-ce qu'il y a un moment donné où un athlète il aura bu trop d'eau et du coup ça va le pénaliser ? Alors ça existe en course à pied, ça s'appelle l'hyponatrémie. C'est-à-dire que vous buvez tellement d'eau que vous allez diminuer votre quantité de sodium dans votre sang. Et effectivement, ça peut donner des comas. Donc c'est rare, mais ça existe. En règle générale, c'est plutôt des gens stressés à qui on a dit de boire et qui le font de manière trop importante. Ça reste quand même assez rare. Et par contre, ce qu'il faut dire sur l'hydratation, c'est ne prenez pas de pastilles de sel, pour le coup, puisque ça va retarder encore la sensation de soif. Et donc, c'est vraiment pas bon de dire que quand il fait chaud, il faut prendre des pastilles de sel. Il suffit de saler normalement votre alimentation et tout ira bien. Alors, un autre aspect de l'alimentation auquel on ne pense pas beaucoup, c'est la santé bucco-dentaire, parce que, et notamment chez les sportifs de haut niveau, puisqu'ils boivent des boissons souvent très sucrées. Donc, comment ça se passe ? Là, pareil, j'imagine qu'il y a un suivi et des recommandations particulières pour eux. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Sylvain. C'est important de mettre l'accent aussi sur cette partie de la santé. Comme tu le dis, effectivement, les athlètes ont en règle générale une alimentation très sucrée, de par les boissons de l'effort qui contiennent du sucre, puisque c'est un des carburants importants pour le muscle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, malgré le fait qu'on leur dit bien de se réhydrater, ils sont souvent un peu malgré tout déshydratés après l'effort, ce qui engendre ce qu'on appelle une xérostomie, c'est-à-dire le fait d'avoir la bouche sèche. Et je dirais le combo entre guillemets entre sucre et bouche sèche, ça c'est extrêmement mauvais, et donc ça va engendrer deux choses. La première, c'est les caries dentaires, donc il va falloir qu'on soit un peu vigilant, et puis d'autre part des érosions dentaires. Donc ici à l'INSEP, on a la chance d'avoir un service dentaire avec 5 dentistes qui viennent régulièrement, et on est aussi attentif aussi sur cet aspect, puisque certes, une mauvaise hygiène dentaire, ça va avoir des répercussions sur la performance, comme tout foyer infectieux. Quand on a un foyer infectieux, c'est pas nécessairement très bon pour aller vite, et puis d'autre part sur la santé aussi. Et on voit parfois, pour ne pas dire souvent, même des états dentaires qui sont vraiment très mauvais chez des sportifs. Souvent, ils le négligent un peu. Alors, malheureusement, ce bilan dentaire n'appartient plus au tronc commun des examens de la surveillance médicale réglementaire. Depuis le décret de juin 2016, cet examen a été retiré.
C'est dommage, hein, mais bon, malgré tout, c'est ainsi. Et nous, on insiste vraiment auprès des pôles pour que ce suivi soit fait, parce que pour nous, il y a un vrai enjeu, un enjeu à la fois de performance, mais aussi un enjeu de santé. Et donc, on a d'ailleurs collaboré avec le service audiovisuel pour faire une vidéo pour sensibiliser justement les athlètes sur cet aspect-là. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération de par l'alimentation qui est quand même très particulière. Pour rajouter à ce que vient de dire Sébastien, non seulement ces boissons de l'effort sont sucrées, mais elles sont acides. Et donc cette acidité, elle va attaquer les mailles dentaires et donc favoriser le risque de carie. Et maintenant, vous voyez les tennisman, quand vous regardez les grands tournois, ils prennent la boisson énergétique et après ils se rincent la bouche avec de l'eau souvent. Donc ça, c'est pour éviter. Parce que dans le tennis, souvent, on perd un match et donc on saute dans l'avion pour aller vers le tournoi suivant. Et ils ont souvent que ces boissons de l'effort avec eux. Et donc maintenant, ils ont compris qu'il y avait un vrai risque bucco-dentaire et que ça pouvait... Et une autre anecdote sur le côté bucco-dentaire, on a eu ici une taekwondoïste de haut niveau qui a été médaillée olympique, qui avait très peur du dentiste et donc elle avait négligé son hygiène bucco-dentaire et elle a fait un abcès à 2 jours d'un championnat du monde et elle n'a pas pu faire sa compétition. Donc après, elle a compris et elle s'est fait soigner toutes ses dents, ce qui lui a pris quand même plus de 6 mois, à raison d'une séance par semaine sur ses dents. Donc vraiment, l'hygiène bucco-dentaire, c'est important. À l'INSEP, on reçoit des sportifs qui viennent de partout en France et souvent qui ont négligé cet aspect. Moi, je me souviens d'un haltérophile où il a fallu lui enlever 9 dents d'un coup. Donc là, il faut le faire sous anesthésie générale. Et encore, il avait pas insulté, mais en tout cas, il n'était pas content après le dentiste en disant « Mais comment vous pouvez faire pour ne pas sauver mes dents ?» Mais il n'avait plus que des cratères, donc il n'y a plus de dents. Donc il n'y a plus rien à sauver. Donc à ce moment-là, on est vraiment sur de l'hygiène, éviter l'infection, et on est sur enlever les dents. Mais c'est toujours un crève-cœur pour un dentiste d'arracher une dent, alors qu'elle aurait pu être sauvée avant. Et c'est l'occasion aussi de dire qu'au sein de la polyclinique, aux Jeux Olympiques, il y a un service dentaire. Avec, alors là, Philippe en parlera mieux que moi, je pense, mais avec un certain nombre de fauteuils, avec plusieurs dentistes, parce qu'effectivement, cet aspect-là est extrêmement important. Pour l'instant, ce qui est prévu à Paris, c'est effectivement 6 fauteuils. L'expert dentaire, c'est une des dentistes de l'INSEP pour nous. Et c'est important parce que au jeu, on a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une offre de soins aussi performante qu'en France. Et on voit souvent des états dentaires catastrophiques. Lucille, qui était à Rio comme volontaire, a vu des choses qu'on ne voit même plus en France, c'est-à-dire des états dentaires, alors que c'était des athlètes de haut niveau. Et il faut aussi parler, donc, pendant qu'on y est sur la partie bucco-dentaire, c'est la partie protection aussi, dans les sports de combat et même maintenant dans les sports de contact. Je pense au handball, par exemple, ou au basketball. On voit de plus en plus d'athlètes avec des protège-dents parce qu'on peut se prendre un coup de coude et que quand vous perdez une de vos dents de devant, déjà, c'est pas très esthétique et en plus, c'est très coûteux à faire remplacer. Donc, la pose d'un protège-dents et pendant les Jeux, on aura cette possibilité pour les athlètes de faire des protège-dents avec une technique toute nouvelle qui utilise des imprimantes 3D. Donc, voilà. Mais en tout cas, la protection bucco-dentaire, dans tout son sens, est importante pour le médecin du sport parce qu'on sait justement, comme je le disais, que ça peut vous empêcher de faire un championnat du monde ou ce qui sera encore pire, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu du sucre, le sucre carburant quand même pour les gens, et notamment pour les sportifs de haut niveau, qu'on consomme quand même pas mal, mais aussi qui peut poser des problèmes à la santé, hors des caries dont on vient de parler. Alors le sucre, c'est un produit très addictif. On dit même que c'est plus addictif que la cocaïne. Si on présente du sucre ou de la cocaïne à des rats, les rats vont préférer le sucre à la cocaïne. Ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même un des principaux carburants du muscle. Et que le sucre, ce qu'on entend par sucre, c'est-à-dire la poudre blanche qui est issue soit de la betterave, soit d'autres légumineuses, il est utile pour le sportif, mais que c'est pas le seul sucre. Et il y a plein d'autres sucres qu'on trouve dans les fruits, dans beaucoup de choses. Et ce qui est important pour nous, c'est de mixer ces sucres. Parce qu'ils ont des durées de vie ou des durées d'assimilation qui sont différentes. Et c'est important d'avoir des sucres qui vont du sucre très rapide, qui va pouvoir être directement consommé par le muscle,
avec des sucres plus lents qui, eux, vont arriver progressivement et vont permettre de maintenir l'effort. Donc je dirais presque qu'il y a une consommation de sucre qui doit être différente presque en fonction des sports. Et ce qu'on peut peut-être dire également, c'est que le sucre, s'il est consommé en excès, va se stocker. Et on va prendre du poids, on va prendre de la masse grasse. Et donc évidemment que c'est néfaste pour la santé. Et c'est aussi ce qui fait que, là je parle évidemment de la population générale, je ne parle pas des sportifs, mais si vous mangez trop de sucre, vous allez prendre du poids, vous allez épuiser en fait vos stocks de cellules qui sont nécessaires au niveau du pancréas pour fabriquer une hormone qu'on connaît bien, qui est l'insuline. Et à long terme, ça va finir par déboucher sur ce qu'on appelle le diabète. Donc évidemment, ça ne concerne pas nos sportifs. Alors on a quelques sportifs qui sont diabétiques, mais qui sont des diabètes de type 1, c'est-à-dire des diabètes qui pour le coup sont génétiques, mais pas liés, je dirais, à justement cette surcharge pondérale. Mais néanmoins, je pense que c'est important de rappeler que la consommation excessive de sucre pour la santé, c'est tout à fait néfaste. Donc pour nos sportifs, c'est important parce que ça fait partie, je dirais, d'une condition de performance. Mais pour la population générale, attention, et comme le dit très bien Philippe, et je le partage complètement, le sucre est très addictif. On connaît tous la sucette à la boulangerie qu'on donne à nos enfants, et ça, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux lui donner autre chose. Donc je pense que c'est important. Il faut être extrêmement vigilant sur ces apports de sucre. Eh bien, c'était vraiment très intéressant. Merci encore Sébastien et Philippe. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Merci beaucoup Sylvain. Merci Sylvain et à bientôt. Les podcasts de l'INSEP, Médecins du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.